Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Quito, qui aujourd'hui est en Équateur. Vous voyez, on est tout à fait à l'ouest de l'Amérique latine, du côté de l'océan Pacifique, en février 1541. Il y a un jeune Espagnol, enfin un jeune, il a 39 ans exactement, il est en train de quitter la ville à la tête d'une expédition, grande expédition, il se dirige vers l'est, il s'appelle Gonzalo Pizarro, son nom vous dit quelque chose bien sûr, puisqu'il s'agit du petit frère du grand conquistador, de Francisco Pizarro, le gouverneur de Cusco, qui a complètement détruit l'empire Inca 10 ans plus tôt, et qui l'a fait au nom du roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire, Charles Quint. Francisco a nommé son frère, a nommé Gonzalo, gouverneur de Quito et lui demande de mener maintenant une expédition. Vous connaissez l'obsession des Espagnols, bien sûr, découvrir de l'or. On a besoin d'espèces métalliques en Europe et notamment en Espagne. Il s'agit de découvrir le pays d'un roi qui, selon un certain nombre des légendes indiennes qu'on a pu collecter, se baigne dans un lac d'or, ce roi. Et il en ressortirait tout doré, un roi que les Espagnols appellent d'ailleurs le doré. Et comment dit le doré en espagnol? El Dorado. Voilà l'origine de cet El Dorado qu'on recherche. De l'or donc, mais aussi des épices, tout ce qu'il peut y avoir de précieux, notamment de la cannelle, dont si on pèse la cannelle, au poids, ça vaut encore plus cher que l'or. On va chercher tout ça dans une région qui est au-delà de la cordillère des Andes, vers l'est donc, en redescendant dans une grande forêt dont on ne connaît pas encore ni l'étendue ni la conformation. On sait qu'il y a des fleuves là-dedans, tout ça est habité bien entendu, région qu'on appelle la Canela, tout aussi légendaire et fantasmée que l'Eldorado lui-même. Les Espagnols poursuivent toujours ces espèces de mirages qui ont été promis par Christophe Colomb, que les Indiens entretiennent pour se débarrasser des envahisseurs et pour les envoyer plus loin. Un pays où les Incas eux-mêmes ne se sont pas beaucoup aventurés à cause des difficultés naturelles, et notamment les Andes qui sont là, qui se dressent, et puis ces forêts terribles. L'expédition se met donc en branle vers l'est, 200 conquistadors espagnols, tout en cuirasse avec leurs épées, leurs fusils. Ils sont accompagnés de 4000, je dis bien 4000 Amérindiens qui sont là, eux sont les porteurs, Ils sont là pour les provisions, pour porter les munitions, encadrer 4000 moutons, porcs et lamas, 2000 chiens féroces qui ont été dressés au combat et qui sont là en vérité pour garder ces Indiens qu'ils terrifient littéralement. C'est une expédition à haut risque. 3 ans plus tôt, une tentative du même ordre s'était soldée par la mort de presque tous les hommes. Morts par toutes sortes de violences, morts de faim, morts de maladie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et déjà, dans les Andes, commence l'hécatombe. 200 Amérindiens vont mourir de froid. Alors, quand on dit de froid, beaucoup sont morts en vérité sous les coups des Espagnols. Ils ont été punis, jetés en pâture aux chiens. Pour ces Incas, la redescente de l'autre côté des montagnes, la redescente dans la forêt est encore pire. Ils ont du mal à supporter cette chaleur, cette humidité terrible, une pluie permanente. On est dans des marais inextricables avec des rivières. Il y a de l'eau partout et de la boue, des nuées de moustiques et de toutes sortes de bestioles. Même pour les Espagnols, qui sont très endurcis, très habitués aux pires conditions, c'est terrible. Ils sont là avec tous leurs bardas, ces explorateurs. Tout ce qui est en fer rouille, bien sûr, les outils, les armes, les chevaux s'enfoncent, ils sont collés à la glaise, ils trébuchent, les cavaliers doivent mettre pied à terre, ou plutôt pied dans l'eau, parce qu'on est en train de longer le fleuve Coca qui déborde de partout. Et pendant 2 mois, on se fraie comme on peut un chemin dans cette forêt aqueuse, à la recherche des épices. Alors on va bien trouver quelques arbustes qui ressemblent à des canneliers. En fait, ce sont des magnoliacées qui sont disséminés ça et là à plusieurs kilomètres de distance et entourés de milliers d'autres essences. C'est pas du tout ce qu'on espérait, C'est pas du tout la profusion de cannelle à laquelle on s'attendait. Pas de cannella, pas d'Eldorado non plus, est-ce que j'ai besoin de vous dire. Et un jour, les explorateurs tombent sur des Amérindiens, d'autres donc, qui viennent de tribus vivant, elles, dans la forêt. On capture ces autochtones, on les interroge. Où sont les épices? Où sont les vallées? Où sont les plaines fertiles?
C'est un historien de l'époque, Pedro Cieza de León, qui 10 ans après l'expédition racontera tout ça dans l'histoire des guerres de la Nouvelle-Espagne, document très important. Je le cite. Alors Pizarro, on parle bien de Pizarro le frère, Pizarro ordonna d'attacher les indigènes à des roseaux croisés avec des bâtons comme des fourchettes placés au-dessus du feu. Ils furent tourmentés, poussant de grands hurlements dans l'espoir qu'ils confessent la vérité. Ils déclarèrent « Comment nous tuez-vous avec si peu de raison, puisque nous ne vous avons jamais vu et que nos parents n'ont pas mis les vôtres en colère? Voulez-vous que nous vous mentions, que nous vous disions ce que nous ne savons pas ?» Si Pizarro ne les fait pas brûler, il les jette aux chiens. Tout ça est d'une violence qu'on peut difficilement imaginer. Et jusqu'au jour où un chef de tribu dit « Oui, plus loin, vous allez trouver ce que vous cherchez. » C'est ça qu'on voulait entendre, en fait. Et voilà que on va monter le fleuve dans l'espace. Évidemment, l'idée des Amérindiens, c'est de faire fuir les Blancs un peu plus loin, bien sûr, mais... Allez là-bas, dit-il, en descendant le fleuve. Et on voit nos explorateurs qui repartent et qui vont avancer le long d'un nouveau fleuve qui s'appelle le Napo. Ils vont périr là par centaines. Ça fait 10 mois maintenant que cette expédition est partie. Et sur les 4000 Indiens qui étaient là au départ, qui étaient partis de Quibdó, dites-vous que 3000 ont péri. Et sur les 240 Espagnols qui étaient là au départ, il y en a 140 qui ont trouvé la mort. Et on n'a plus de provisions, on est incapable de survivre dans cette forêt. Ce serait quand même peut-être le moment de rebrousser chemin. Et Pizarro va confier une mission à celui qui est son bras droit, à son second, qui s'appelle Francisco Orellana. Ils vont construire un canot, un brigantin avec pour 60 hommes. Et ce canot d'Orellana va partir en éclaireur. Il devra aller chercher d'abord de la nourriture pour tous. Il faudrait trouver un village, il faudrait trouver des plantations. Et puis, s'ils arrivent à trouver, toute la troupe pourra continuer. Et s'ils n'y arrivent pas, il sera toujours temps de rebrousser chemin, de rentrer. C'est donc ce qu'on doit pouvoir qualifier de mission de la dernière chance. Il y a là quelque chose qui relève maintenant de la survie. En tout cas, Orellana et ses hommes doivent être revenus dans les 12 jours. Voilà le temps qui leur a été imparti. Et le 26 décembre, lendemain de Noël 1541, à bord donc de ce brigantin, toute une sorte de gros canot, assez robuste quand même, petit mais robuste, il s'appelle le San Pedro. Orellana et ses hommes se laissent donc porter par le courant du Rio Napo. Orellana a emmené avec lui un prêtre dominicain, le frère Gaspar de Carvajal. Le rôle de Carvajal, c'est de chroniquer l'expédition à partir de cette division de la troupe, à partir du moment où on en a décidé d'envoyer en éclaireur cette escouade. Ça va être, c'est le titre du récit de Gaspar de Carvajal, la relation de la première descente du grand fleuve des Amazones. Vous allez voir pourquoi on parle des Amazones. Vous écoutez Radio Classique. C'est pas un fleuve tranquille, ce Napo. Il y a des courants, des tourbillons, ça afflue de toutes parts, avec carrément des arbres qui sont déracinés, qui tombent, qui viennent là flotter dans le cours même du Ru. Le 3e jour de navigation, il y a carrément un tronc qui vient heurter le brigantin et qui ouvre une voie d'eau. Il faut écoper, il faut calfater. Le canot a tendance à s'enfoncer, mais par chance, il n'était pas loin de la rive, alors on va pas réussir à le mettre au sec. Bref, on a de très peu évité la catastrophe. Faut réparer et reprendre la navigation 1 jour, 2 jours, vous imaginez, dit comme ça, mais quand vous voulez passer les journées interminables en question, c'est terrible. Et 3 jours sans nourriture, il n'y a pas de village, toujours rien, et 1 semaine. 1 semaine passe depuis qu'ils ont quitté Pizarro et le reste de l'expédition. S'ils veulent être revenus dans les 12 jours, ça veut dire que maintenant, il faudrait remonter le courant, là. Parce que on a dépassé la moitié du temps imparti. Seulement le 1er janvier 42 s'élève de la forêt un bruit assez étrange, un bruit rythmé, ça fait comme des battements, oui, en écoutant bien, ce sont des tambours indiens, ce qui veut dire qu'il y a des habitants, qu'il y a des provisions quelque part, et 2 jours plus tard, le navire va enfin accoster devant un village.
Les habitants agitent des armes, les Espagnols se sont préparés, ils attaquent, ils mettent les villageois en fuite et prennent le village d'assaut. C'est bourré de denrées, ça tombe bien, et quelques heures plus tard, les villageois reviennent, bien sûr, sauf que Orellana n'est pas Pizarro. Plutôt que de passer tous les Indiens par le fil de l'épée, lui préfère essayer de discuter, de négocier. Il a noté des mots de dialecte qui lui permettent de discuter un peu avec eux. Et maintenant, il peut même communiquer avec le chef de la tribu. Après Dieu, sa compréhension des dialectes fut le facteur qui nous empêcha de succomber, écrit Carbajal. Orellana réclame des vivres, il veut de l'assistance et le chef accepte de les aider, ce qui fait qu'ils sont sauvés. Mais vous allez me dire, c'est bien beau. Quoi faire maintenant ? Orellana était censé rapporter des vivres à Pizarro et à tous les hommes qui l'attendent, plus haut, là-haut, mais évidemment, il ne va pas pouvoir les ravitailler. Selon le récit de Carbajal, les hommes d'Orellana refusent de remonter le fleuve à contre-courant. Ils exigent de descendre ce fleuve le plus loin possible, pourquoi pas jusqu'à l'océan Atlantique, et Orellana n'a pas la force de s'y opposer. Il va céder, c'est la version qui en tout cas est destinée à se protéger d'une accusation de trahison, parce que si c'est pas le cas et s'il n'y a pas eu ce coup de force de la troupe, si je puis dire, ça veut dire que Orellana aurait trahi la mission qui lui a été confiée. Il va quand même envoyer 3 hommes en arrière informer Pizarro, et ceux-là, alors on les retrouvera jamais. Orellana abandonne Pizarro, qui lui, sans nouvelles, part. Il repart en direction de Quito. Vous avez bien compris que c'est un guerrier, Pizarro frère, si je puis dire. Alors qu'Orellana, lui, est un véritable explorateur qui continue sur son aire. Avec ses hommes, il va déboucher sur un autre fleuve qui est encore plus grand. Il était si large qu'on croyait naviguer sur un océan, raconte le chroniqueur. Et c'est maintenant le territoire du grand chef Aparia. Les envoyés d'Aparia offrent des oiseaux, des tortues. On va les guider jusqu'à un village. Aparia propose le gîte et le couvert jusqu'au départ. Ils en profitent pour fabriquer un second brigantin qui est nettement plus solide que le précédent et qui est plus grand surtout. Carbajal décrit les rives du fleuve, une succession de villages avec des rues, des places. Il y a même des fortifications de bois, tout ça relié par des espèces de chemins comme des routes. Et puis aussi des plantations qui sont cultivées avec soin. Bref, c'est une autre civilisation qu'on est en train de découvrir. Le 3 juin 1542, Carbajal décrit un phénomène extraordinaire. Les eaux noires d'un nouveau fleuve viennent rejoindre les eaux jaunes du grand fleuve sans se mélanger, et ça dure comme ça pendant des lieues. Orellana donne un nom à ce fleuve noir, c'est le Rio Negro. C'est pas très compliqué comme nom. À la fin du mois de juin, on les voit qui longent une rive qui de nouveau est très peuplée. Là encore, il y a des villages avec des rues, des maisons, etc. Ils essaient de débarquer pour se ravitailler, mais cette fois, ils vont rencontrer un accueil hostile, et ce qui les attaque, à leur grande stupéfaction, ce ne sont pas des guerriers, enfin il y a quelques guerriers, mais surtout ce sont des guerrières. Des guerrières combattant si courageusement, écrit Carbajal, que les hommes à leur côté n'osaient pas leur tourner le dos. Sa description est étrange. Ces femmes sont très grandes et très blanches. Elles ont les cheveux longs, tressés, ramassés autour de la tête. Elles sont très membrues et vont nues. Seules leurs parties sexuelles sont couvertes. Elles portent l'arc et les flèches et combattent aussi efficacement que 10 Indiens. En vérité, plusieurs d'entre elles firent pénétrer leurs flèches d'un empan dans l'un des brigantins. Bref, nos brigantins ressemblaient maintenant à des porcs-épics. Vous imaginez ces navires, parce qu'il y en a 2 maintenant, qui sont couverts des flèches de ces guerrières extraordinaires. Le frère Gaspard de Carbajal va d'ailleurs recevoir lui-même une flèche dans la cuisse. Plus tard, il en aura une autre dans l'œil. Ils viennent de pénétrer donc sur le territoire de la reine des Amourians. Les Espagnols ont capturé un prisonnier qu'ils interrogent. L'homme explique, selon Carbajal, bien sûr, que ces femmes occupent 70 villages, 100 hommes. Comment est-ce qu'elles font pour être enceintes, demandent les conquistadors, et l'Indien leur répond, à certaines époques et lorsqu'elles en éprouvent le besoin, ces femmes ont commerce avec des hommes originaires d'une certaine province qui jouxte leur pays, et elles sont gouvernées par un puissant seigneur, que ces hommes ils sont blancs, sans barbe, et qu'ils vont les retrouver pour avoir des rapports avec elles, puis ils s'en vont.
Celle qui était alors enceinte tuait, disait-on, le fils qu'elle mettait au monde ou l'envoyait à leur père. Si elles accouchaient d'une fille, en revanche, elles l'élevaient en manifestant une grande joie. Incroyable, on croirait être dans le récit d'Homère, ce sont les Amazones de l'Iliade. Marcio Souza rappelle dans Amazonie, qui est paru aux éditions Métallier, c'était en 2019, que je le cite, cette histoire narrée par l'Indien est la même qui serait racontée à Sir Walter Raleigh et répétée 200 ans plus tard au scientifique Charles-Marie de la Condamine, ainsi qu'à Richard Spruce en 300 ans plus tard. Ces femmes guerrières commandées par une matriarche est un mythe commun au peuple du Rio Negro, du Moyen Amazone et de l'Orénoque, d'où peut-être la présence constante de cette histoire au fil des siècles avec une force capable de convaincre l'Académie, la Condamine, Spruce et l'historien Robert Southey, sans parler des ambiguïtés d'Alexander von Humboldt à ce sujet. Bref, vous aurez compris l'origine en tout cas du nom du fleuve Amazone. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce sont des flèches empoisonnées au curare qu'envoient les guerrières. Entre parenthèses, c'était réservé normalement à la chasse. Ça montre la peur que les armes des conquistadors inspirent aux autochtones. Et les explorateurs fuient sous les flèches, sauf qu'à l'embouchure du fleuve Taparos, leur petit brigantin là, se fracasse contre un tronc et coule. Orellana a la présence d'esprit de diviser à ce moment-là la troupe en deux. Il y en a une partie qui hisse le canot à terre pour essayer de le réparer et l'autre moitié qui forme un cercle défensif autour du chantier, ce qui va permettre de réparer, de rembarquer, de repartir et de parvenir comme ça à la limite du territoire de la redoutable reine. Et là, on a envie de dire ouf, les attaques cessent. Quelques jours plus tard, il va falloir s'échouer sur une autre rive, se reposer, rendre les brigantins un petit peu plus robustes. On observe à ce moment-là l'élargissement du fleuve. On n'est plus très loin de l'océan Atlantique et pendant 2 semaines, les conquistadors vont construire des mâts, coudre des voiles, rehausser le pont et puis reprendre le courant. Et quand ils arrivent aux abords de la mer, ils doivent faire face cette fois au courant des marées, bien entendu, qui les repousse vers l'intérieur. Une espèce de mascaret à chaque fois qui les repousse. Bref, le 29 août 1542, ils arrivent à franchir l'estuaire et ils sont dans l'océan. Sauf que maintenant, il n'y a plus d'eau douce, il n'y a pas de provisions, ils n'ont pas de boussole avec eux, aucune carte, est-ce que j'ai besoin de vous dire. On navigue comme on peut, au petit bonheur la chance, en se dirigeant d'après les étoiles vers le nord. Il faut encore lutter contre les courants du golfe de Paria qui a tendance à ramener nos navigateurs vers le sud. Ça va durer encore des semaines sur un bon millier de milles nautiques et puis finalement les voilà qui accostent sur une île qui est aujourd'hui une île vénézuélienne à Cubagua. Une île qui a été colonisée 40 ans plus tôt. On est devant le petit port de pêche d'un nom qui d'un seul coup leur fait du bien. Ça s'appelle la Nouvelle-Cadix. Franck Ferrand sur Radio Classique. On va pouvoir les nourrir et les hydrater et les soigner, les hommes d'Orellana qui viennent de traverser donc l'Amérique d'ouest en est, sur 4800 kilomètres. Il s'agit maintenant d'imposer, pour Orellana, d'imposer sa version des faits, de tirer la gloire de l'exploration de ce grand fleuve qu'il va appeler le Rio de las Amazonas, le fleuve des Amazones. Il rentre à Madrid, va devoir subir les foudres d'une enquête royale qui conclut que de toute façon il n'avait pas d'autre choix que de descendre le fleuve. Il n'était pas question d'aller secourir Gonzalo Pizarro. Orellana va obtenir le titre de gouverneur pour tous les territoires entre guillemets découvert, et il tentera de retourner là-bas à la tête d'une escadre de 3 navires. Il y en a un seul qui arrivera à l'embouchure du fleuve, il se perdra dans un dédale de l'estuaire, et au cours d'un combat avec une tribu caribe, Orellana va recevoir une de ces flèches empoisonnées auxquelles jusqu'alors il avait réussi à échapper. Il va en mourir. On estime aujourd'hui que l'Amazonie était peuplée de 10 millions d'habitants. La route ouverte par Orellana va provoquer la disparition presque complète de ces populations. Vous écoutez Radio Classique.